Bonjour, c'est Mac Aldebaran de la Gazette de Rennes-la-Château. Je suis au Jardin de Marie à Rennes-la-Château avec Romy Alcacio, alias Renan Debar, donc qui sort le livre Maurice Leblanc et les savoirs perdus. C'est ça. Bonjour, c'est ça. Bonjour à vous. Bonjour. Donc, parlons un petit peu de ce livre-là, et tu as eu aussi une préface de Gino Sandry. C'est ça. Alors pour faire la genèse du livre, le tapuscrit, j'ai mis plusieurs années à l'écrire, puisque j'allais vérifier sur le terrain déjà certains faits. Il y a des sources qui n'étaient pas évidentes à trouver non plus. Et puis j'ai envoyé le tapuscrit enfin à plusieurs éditeurs, hein, notamment Très Daniel qui n'en a pas voulu, Derby qui a refusé également. Il y a une maison sur Grenoble aussi, là je suis en train de chercher le nom mais ça m'échappe. Donc ils n'en ont pas voulu. Donc j'ai dû faire une vingtaine de maisons d'édition. Il a fallu ensuite qu'il y ait un concours de circonstances sur Facebook. Une amie me dit ben, contacte la pierre philosophale, donc c'est ce que j'ai fait. Envoyé le manuscrit, qu'il a accepté, et puis le problème c'est que j'avais pas de préfacier, donc c'est là qu'il m'a proposé Gino Sandry, bien sûr j'ai accepté, que beaucoup de monde connaît. Alors parle-nous un petit peu de ta passion pour Maurice Leblanc et comment tu es venu à t'intéresser à ce personnage. Alors c'est une question qui remonte alors très tôt, ça fait j'avais une dizaine d'années. Alors les plus anciens vont se souvenir du bibliobus, et quand il passait dans les villages, on avait la possibilité d'acquérir des romans et voilà, de pouvoir les garder 3 semaines, un mois et de les lire. Et c'est vrai que très tôt j'étais attiré par la fibre de Leblanc, hein, parce que ça me paraissait contenir certaines choses. Mais à l'époque, j'avais pas si tu veux, le cerveau pour arriver à analyser la chose. Et donc c'est des choses qui restaient en gestation de nombreuses années. Et je ne pensais même pas écrire hein, à la base dessus. Et le phénomène déclencheur, c'est l'ouvrage de Patrick Ferté. D'accord. Voilà. Alors, il y a aussi les émeraldistes. Oui. Voilà. Le Cardo révélé. C'est ça, le Cardo révélé. Alors, oui, bien sûr, c'est un roman qui est autobiographique, hein, entre guillemets, qui a été écrit avec Athanorus. Et ça part de Rennes-le-Château, le 11 août 1999, au jour de l'éclipse. Et ensuite, alors en amont, on avait fait, pour expliquer un petit peu, on était descendu depuis Laurent, on était remonté jusqu'à Carcassonne. Donc on avait fait un processus initiatique, on avait dessiné l'arbre des séphirotes. Et à partir de Carcassonne, ensuite, on a fait un cardo en 7 étapes. Voilà. Et l'ouvrage donc décrit cette initiation au long des parcours, des 7 points, et puis toutes les aventures qui arrivent lors de l'initiation, hein, avec certaines surprises parfois. Voilà, c'est romancé, mais il y a des faits quand même réels dedans. Alors aussi, tu as travaillé pour Atlantis, donc célèbre magazine de l'époque de Paul Lecourt. Alors là, pour des versions plus récentes, c'est sur le Héron du Val d'Or. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'Atlantis? Et je vois que le médaillon aussi. J'ai la médaille de Poséidon, effectivement. Voilà. Donc effectivement, c'est une revue que je suivais avec attention, puisque apparemment il y avait là aussi une fibre qui m'intéressait. Et puis dans les années 2000, j'avais écrit un article concernant d'ailleurs Rennes-le-Château, hein, puisque ça parlait de Rennes-le-Château, avec peu d'espoir hein, d'ailleurs, parce que je ne pensais pas que ça serait édité. Et puis finalement, ça a été retenu par le comité de rédaction, qui à l'époque, c'était Henri Baudard, il y avait Bernard Maligne, hein, il y avait Jean Faure était encore en vie. Donc là, c'est Jean Faure qui a aussi forgé ma plume. Hein, là, au niveau rédactionnel, j'ai quand même gardé de sa patte, hein, de sa griffe. Et puis j'ai écrit pendant environ 8 années, donc plusieurs articles. Hein. Voilà. Et donc tu t'es intéressé aussi très jeune à Paul Lecourt, à toute la tradition, puisque tu es lié à Rennes-le-Château directement, indirectement, alors, mais oui. de façon indirecte. On fait un direct, voilà, c'est-à-dire que ça a commencé à 13 ans. Hein. À 13 ans, et puis Rennes-le-Château, effectivement, je suis passé par Rennes-le-Château, ça me paraissait être une étape obligée. Donc là, on peut pas, ça s'explique pas, hein, ça c'est un ressenti. Et puis, effectivement, on est plongé dans l'initiation et on en sort rarement. Alors, malheureusement, hein, parce que c'est assez prenant aussi. Donc voilà. Alors tu es passionné aussi par le Héron du Val d'Or, donc aussi il y a une sorte de résurgence, c'est-à-dire un peu comme les résurgences d'Argini. Il y a une résurgence du Héron qui s'occupe de certaines choses aussi. Alors là c'est vrai qu'on pense effectivement à une résurgence du Héron du Val d'Or, hein, on y songe sérieusement. Alors s'il faut replacer un petit peu le contexte, c'est que le Héron à l'époque luttait contre l'évolutionnisme, et on a un petit peu, nous dans l'esprit,
que les Hierons à lutter un petit peu contre l'intelligence artificielle et contre tout ce qui est transformisme. Voilà. Donc il n'y aurait pas une résurgence sans but, hein, c'est vraiment... et puis pour donner un enseignement qui se perd de plus en plus. Voilà. Donc on est aussi là pour faire une sorte d'école initiatique. Oui, parce que tu avais demandé aussi à mon grand-père Guithieu, qui est dans certaines anciennes traditions, tout à fait. qui voulait peut-être participer à cette résurgence. Tout à fait. Donc on avait convenu de se voir, et puis c'est vrai que ça ne s'est pas fait, mais ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Alors il y a des codes intéressants, par exemple, je pense à Alcor. Est-ce que tu peux nous développer Pierre Alcor, donc ça vient aussi Alcor, c'est toi, la constellation aussi. Là, on est dans le contexte Cagliostro, 1924. C'est ça, 1924, oui, tout à fait. Oui. Voilà. Alors donc ça fait partie, en fait c'est le mot-clé. C'est ce qui permet de résoudre l'énigme. Hein. J'en parlais tout à l'heure lors de la conférence. Alcor, c'est un anagramme de Carole. Donc, et dans ce terme-là, dans ces deux termes, il y a un vocable, ce qu'on appelle des vocables. Racine primitive c'est Cora. Et Cora, dedans, il y a les racines Aor, c'est la lumière, Cora, c'est la parole, le verbe, hein, Cor, c'est le cœur, et Roc, c'est le rocher. Donc on sait que au travers de ce mot, là d'ailleurs, c'est ad lapidem cuebat regina oli, hein, je crois que c'est ça, hein, la phrase latine, c'est vers la pierre courait jadis la reine, donc elle court bien vers quelque chose de roc, hein, et c'est possible que ce soit finalement un domaine, mais dans le roman c'est pas possible. Alors beaucoup de personnes se sont intéressées à ces thèmes-là, par rapport à l'Église creuse, Patrick Ferté, Franck Dafosse, Jean-Pierre Garcia, tout un nombre de personnes. Alors, tu as apporté ta touche à toi. Quelle chose en fait tu apporterais de particulier par rapport aux autres justement? Alors la touche personnelle. Alors la touche personnelle, c'est peut-être que j'ai vu dans l'ouvrage les ouvrages, les romans de Maurice Leblanc par le prisme de l'alchimie et de la mythologie. Ah, voilà, alors peut-être c'est le plus parce que je n'ai malheureusement pas lu Franck Dafosse ni Jean-Pierre Garcia. C'est vrai que je me suis arrêté à Patrick Ferté et ça ce sont des auteurs que j'ai découverts après moi. Hein, voilà. Donc, le livre, il faut rappeler, a été écrit en 2017. Voilà, et après il a pérégriné. Voilà, donc je pense qu'effectivement, à mon avis, il y a cet aspect alchimie et on retrouve aussi Gisors dans la boucle avec l'Héliotron de cercueil qu'on pouvait rapprocher des 30 coffres dont parle Plantard. C'est ça. Bon, il y a un côté surréaliste, peut-être magique ou pataphysique, on va dire. Quel est ton avis là, sur ce sujet des 30 coffres? C'est vrai que c'est assez compliqué. Alors moi je pense pas, je pense pas que Roger Launois était si fou que ça. Moi je pense qu'il y a quand même eu quelque chose. Oui. Après, est-ce que ça a été déplacé parce que il fallait que ça soit déplacé, hein, parce que c'était quelque chose d'assez compromettant, relativement, qui devait rester secret parce que tout ne doit pas être révélé tout de suite. Hein, donc c'est possible que ce soit quelque chose qui devait être révélé par la suite, donc obligatoirement changer d'endroit. On a vu des camions par un certain ministre à Bordeaux, c'est quand même à Bordeaux. Voilà. Donc on ne fait pas ça quand même par hasard. Et à mon sens, je ne pense pas que Launois était si USE que ça dans son récit. Bien sûr. Alors, il y a d'autres choses aussi, c'est le tableau de Giovanni Francesco Barberi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça aussi? C'est le Guerchin en fait, par rapport à la tombe en fait par rapport à tout ça. Les bergers d'Arcadie. Alors là c'est pareil, ça nous renvoie à Arc, les bergers d'Arcadie. D'ailleurs c'est pareil, le tombeau a été supprimé parce que, alors est-ce que on a prétexté qu'effectivement il y avait trop de curieux possible, hein, tout est possible. Mais aller voir un tombeau, je vois pas ce que ça peut. Alors est-ce qu'il y avait dessus, est-ce que c'était comme une borne indicatrice? C'est possible. Voilà, et il fallait à tout prix détruire cette borne. Et oui. Voilà. Dans les confidences d'Arsène Lupin, il y a justement l'idée de la stèle. Alors, la stèle de la marquise de Nègredable. Alors là, c'est assez intéressant. Tu peux développer justement sur ce sujet-là aussi, qui est complexe. Alors qui est complexe, effectivement. Alors c'est pareil, parce qu'on peut se demander. Alors moi, c'est vrai que le château, voilà, il y a plusieurs mystères à faire. C'est ça qui est assez impressionnant. Et donc cette fameuse dalle, elle est quand même constitutive, à mon avis, à la base de ce qui fait que Saunière part sur ses recherches et ses travaux. Après, pareil, hein, de mémoire, je crois qu'elle a été
détruite, il faut faire de ma part. Hein. Donc il y a des mots sur cette dalle qui révèlent effectivement un certain symbolisme qu'on ne peut pas non plus dégager comme ça d'un revers de main. Ouais. C'est pas possible. Il y a une chose intéressante aussi, c'est le méridien 0 aussi qu'on retrouve à Arques et aussi au pont de Serre. Alors là aussi, il y a des langages codés. Alors, là, on est en dehors de Rennes-la-Château, mais finalement, comme tu l'as décrit tout à l'heure par rapport aux constellations, ou on va dire une méridienne. Quel est ton avis là-dessus, sur les méridiens 0? Et d'ailleurs, un certain François Mitterrand s'est occupé de tout ça. Alors c'est vrai, François Mitterrand est venu. Il est venu sur les lieux avant son élection, électorale. Et effectivement, c'est un bâtisseur, donc c'est vrai que il est architecte. Voilà. Il est architecte. Voilà. Le roman non plus, la feuille est intéressant à lire parce qu'effectivement, il y a quelque chose de. Alors le point de vue, c'est un peu particulier. De toute façon, on ne peut pas non plus effacer tout comme ça. Ça serait trop facile. Je pourrais te dire sur effectivement ce méridien. Alors l'origine, sauf erreur de ma part, il part de Dunkerque. Et Dunkerque, ça a été évoqué hier par Christian Doumergue, où il parlait de Circé. Oui. Bon, voilà, cette fée, c'est la fille du soleil d'ailleurs, hein, Circé. Et Dunkerque, in fine, c'est Dunum Kirke. Donc c'est la cité, la ville de Circé. Donc quand on part d'en haut, effectivement, il y a une notion solaire qui se répand vers le bas, quoi, hein, tout le long du méridien, hein, et qui est amplifiée après par les étapes, puisqu'on fait c'est ça. Hein. Nous on a fait l'inverse, hein, dans le cardo révélé, on remonte les étapes en sens inverse. Donc, on a récupéré les énergies pour les remonter. Alors justement, il y a toute l'idée aussi du Pays d'Arques, le prieuré, Alette, ce méridien. Et il y a l'ordre des prémontrés. En fait, c'est l'ordre blanc. En fait, là, c'est par rapport à Maurice Leblanc aussi. C'est l'ordre blanc. Voilà. Oui, alors là, c'est vrai que là, j'ai pas plus creusé que ça. Alors c'est vrai que là, ça va être un petit peu compliqué de répondre directement parce que j'ai pas plus développé là. Ah ouais. Voilà. Justement, par rapport à Alcor, est-ce qu'il y aura un lien justement avec il y a le Molière du Pontil? Il y a quelque chose peut-être de cet endroit-là, ce code-là. Oui, parce qu'en fait, il peut renvoyer effectivement dans la région, et on évoquait tout à l'heure le Hiéron, et à mon avis, Boudet travaillait en parallèle avec les membres de Hiéron du Val d'Or. Donc son livre, c'est pareil, hein, on ne peut pas l'effacer comme ça, on peut pas. C'est pas si saut que ça en fait. Donc il faut arriver à décoder, hein, c'est le principe, hein, c'est comme l'œuvre de Leblanc, elle est codée. Donc il y a beaucoup à l'époque d'ouvrages qui étaient cryptés, codés. Et qu'il fallait se donner la peine, évidemment. C'est comme Etna avec Etna, le coffre du baron Epstein. Voilà, c'est Ante, c'est ça. On retrouve effectivement cette fameuse. Donc Ante, effectivement, sur la tombe, sur la dalle. Ouais, c'est ça. Donc on retrouve ce nom. Comme le R et le B aussi, avec la stèle des papiers dans le château. C'est plus complexe. C'est vraiment une affaire particulière. Hein. Après, tout est codé, tout est traversé, tout est. Ferral a fait pas mal de choses. Très beau travail. Enfin, pour moi. Le Claudium des morts. Ouais. Alors là, on peut parler de Ferral, on peut parler des Enfants Terribles, hein, parce que Ferral, il était quand même, il était chanteur aussi à la base, et les Enfants Terribles, c'est pas les mêmes qu'on entend derrière. Non, c'est pas les mêmes. Mais bon, ça rappelle un peu. Ça fait l'animation, et les Enfants Terribles, c'est Coco. Oui. Donc ça nous renvoie quand même aux priorisation. Voilà, tout à fait. Aux priorisation. Alors chimérique ou pas, fantomatique, j'appelle moi plutôt. Quel est ton avis alors? Je pensais qu'il est fantomatique. Moi, je pense pas qu'il soit chimérique, je pense qu'il est fantomatique. Alors j'aurais tendance à penser et à croire qu'il existe, mais c'est vraiment quelque chose de très 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 discret. Donc c'est vraiment un cénacle restreint. Fantomatique, la Société du Brouillard, aussi avec la Société Angélique de Lyon. C'est ça, alors à Viva Angelina, on retrouve... Qui était à la Château dans la boucle. Donc là, on sait... Après, en fait, tout se rejoint. Tout se rejoint plus ou moins. Voilà. Je voulais finir sur Jacques d'Arès, donc aussi d'Atlantis. Que tu connais parler de ce personnage, qui était très important pour Atlantis. Alors Jacques, effectivement, j'ai connu moi, les 2 dernières années de sa vie. Alors il était devenu prêtre diacre orthodoxe du côté de Bordeaux. Et c'était effectivement un directeur de publication de la revue Atlantis qui a apporté énormément
et qui était vraiment dans la continuité de Paul Lecourt. Après, bon... voilà, dans les années 70, 69, 80, il y avait Parelmonial, Guingamp... Voilà, c'est là où il n'y avait plus, en fait, pas dire les meilleurs, mais on est quand même dans une période... Très grande recherche. Voilà, c'était très pointu avec... il y avait par exemple des auteurs comme Dupuy-Pacheran et d'autres, mais il y avait Batfroid, il y avait Séverin Batfroid, Guy Béatrice, tout ça, ces gens-là, c'est des gens qui étaient aux prémices, qui ont poursuivi après. Et Jacques Darès, il était toujours investi. C'est quelqu'un qui avait un cœur en or en plus. Que dire de plus qu'il a fait énormément pour l'association. Et puis à la fin, il ne voulait plus entendre trop parler de ces choses-là. Il avait pris du recul, du retrait. Il s'était consacré à sa vie religieuse. Et c'est vrai qu'à la fin, c'était éloigné. Dommage. Parce que, alors, on va rebondir, mais logiquement, en toute logique, il a confié beaucoup de choses à Jean-Marc Savary. D'accord. Voilà, Jean-Marc Savary est donataire. Voilà, il a reçu beaucoup de documents, d'archives appartenant à Jacques Darès. Alors, il y a un autre triangle d'or, peut-être pas d'or, mais autre, on peut l'appeler autrement. Par exemple, entre peut-être Gisors, Rennes-le-Château et Argeny. Quel est ton avis, justement, par rapport à Jacques Breyer et toute cette résurgence templière de 1952? De toute façon, c'est pareil, c'est cyclique. Donc forcément, c'est quand on voit que l'humanité commence à s'endormir, il y a forcément des endroits qui sont porteurs de quelque chose. Et puis Argeny, effectivement, Jacques a développé un travail assez phénoménal. Pour avoir écrit quelques-uns de ses ouvrages. C'est assez incertain. Dans un chimiste. Donc c'est vrai que c'est impressionnant, quoi. Alors c'est vrai que les ordres justement de Manfis se sont intéressés de très près. Ils sont très présents à Rennes-le-Château, Argeny, Gisors. Oui. Alors parce qu'il y a une tradition. Parce qu'il y a, oui, c'est ça. Il y a une tradition justement beaucoup plus profonde que la maçonnerie traditionnelle. Je pense, oui. Alors que certains n'ont pas vu. Il y a même qu'il n'y a pas du tout, il y en a, c'est malheureusement, alors je ne vais pas dire que c'est vide de sens, parce que ça permet... On parle de Robert Ambelin. Voilà. Non, mais il y a beaucoup de... Qui lui aussi était dans la boucle de Rennes-le-Château avec les deux Jésus. Oui, tout à fait. Oui. Il était là. Et là, ce sont des personnages... alors c'est vrai, par contre, on va revenir sur Atlantis. Atlantis a très peu, voire très rarement, si ce n'est jamais abordé, le sujet Rennes-le-Château. Alors, je n'ai jamais su pourquoi, par contre. Mais ils n'ont jamais abordé le sujet. Alors peut-être que c'était pas l'ordre du jour, peut-être que il fallait que d'autres s'en chargent. C'était ça aussi. Eh bien, très bien, Romuald. Est-ce que tu as des ouvrages à venir ou tu travailles sur des sujets particuliers? Alors, je travaille actuellement sur le Hiéron du Val d'Or. Et également sur le grand symbolisme. C'est un très gros travail. Également sur le symbolisme de Parelmonial, sur la ville, la cité, parce que c'est une cité solaire, de toute façon, avec les Christophanies, les apparitions du Christ, à Marie-Madeleine. Le Christ roi. Voilà, le Christ roi. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment. C'est le retour du grand monarque, peut-être. C'est lié. De toute façon, c'est ce qui préfigure le retour du grand monarque. Donc là d'où l'utilité aussi de réamorcer le Hiéron du Val d'Or, parce que c'était à l'époque déjà dans l'objectif de faire triompher le retour du grand monarque. Mais il y a des fois c'est trop tôt, donc il faut aussi savoir l'humanité bouillonnante, mais il y a aussi les plans divins qui nous ont supérieurs, qui nous disent bon ben voilà, calmez-vous. Jacques Breyer dit allons doucement, nous sommes pressés. Voilà, allons doucement, nous sommes pressés. C'est tout à fait, c'est si juste. C'est si bien dit. Et puis il y a logiquement le tome 2 du quart doré, des émeraldistes qui là on cherche éditeur, on leur rappelle, parce que à compte d'éditeur, parce que c'est vrai que c'est compliqué, mais donc là, ça décrirait le décumanus, puisque le cardo c'est l'axe nord-sud et le décumanus c'est l'axe est-ouest. Donc on reprend les mêmes héros entre guillemets et ils partent de Brest et ils vont jusqu'à Strasbourg. Et ils bouffent des énergies. Eh bien, merci beaucoup Romuald. C'était Mike Adébéran pour la cassette de Rennes-le-Château. Voilà.